L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors le burn-out, on en parle évidemment dans les entreprises, mais qu'est-ce que c'est exactement? Combien de personnes sont réellement touchées? En tout cas, cet après-midi, en pleine réforme du droit du travail, le député socialiste Benoît Hamon remettait sur la table le sujet de la reconnaissance du burn-out. L'idée, selon Benoît Hamon, c'est de simplifier les recours, c'est de baisser le seuil de 25% d'incapacité permanente partielle aujourd'hui nécessaire pour engager une démarche de reconnaissance. On va en parler, on ouvre le dossier ce soir. Est-ce qu'il faut reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle? Jean-Christophe Sibéras est avec nous, bonsoir. Bonsoir. DRH France du groupe Solvay, ancien président de l'Association nationale des DRH. Patrick Légeron, bonsoir. Bonsoir. Docteur Légeron, psychiatre, fondateur du cabinet de conseil aux entreprises Stimulus, spécialisé justement sur le stress professionnel, auteur du Stress au travail, un enjeu de santé. C'est la réédition, finalement, la réécriture de votre ouvrage qui avait été vendu avec beaucoup de succès il y a une quinzaine d'années déjà, justement. Oui, et beaucoup de choses ont changé en 15 ans. Oui, justement, on parlera peut-être du numérique aussi, qui a accéléré peut-être aussi cette dépendance au travail. On verra ça dans un instant. On va essayer d'être précis, de bien définir ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas d'accord, notamment encore l'Académie de médecine aujourd'hui. Rendez-vous dans un instant, mais juste auparavant, ce témoignage recueilli cet après-midi pour les décodeurs de l'écho par Jean-Baptiste Huet auprès de Virginie, ancien agent hospitalier. On écoute et on revient. À 49 ans, Virginie vient de connaître le burn-out. Elle a rejoint l'association France Prévention pour parler de ces maux et tenter de tourner la page. Après plusieurs mois passés dans le milieu hospitalier, sa charge de travail, l'ambiance, un management qu'elle qualifie de catastrophique, l'ont épuisée. Alors il s'est passé que j'ai été changée de service après plusieurs années passées dans un service où j'étais plutôt bien. Et donc on me proposait de passer à l'accueil, qui pour moi est l'accueil général de cet hôpital qui voit passer des milliers de gens par jour. C'est du non-stop, du téléphone, des questions, des demandes, et en plus on nous imposait par moment de prendre à la fois le standard téléphonique et l'accueil. C'était impossible, inenvisageable, et pourtant on nous a vraiment fait comprendre qu'il fallait faire ça, sinon il y aurait des sanctions. Je partais régulièrement pour craquer dans les toilettes. Mes collègues me voyaient, ils avaient peur pour moi. Je suis allée voir plusieurs fois ma responsable en larmes, disant ça va pas. Néanmoins, il s'est rien passé. Toute cette pression, ce bruit incessant, ce stress, cette agressivité ont fini par peser sur la santé de Virginie. Alors moi, j'avais donc un dos qui devenait comme un dos en béton parce que je prenais tellement sur moi que je me contractais de partout sans même me rendre compte. Donc j'avais énormément de douleurs dans la nuque, la tête, j'ai eu de la tachycardie. À un moment, j'ai senti comme si j'allais m'évanouir. Et puis j'étais dans un état d'épuisement total. C'est-à-dire passer un coup de téléphone était difficile pour moi. Une situation qui a conduit Virginie à l'isolement, au repli, personne vers qui se tourner. La hiérarchie, ça, ils n'entendent pas. C'est vous qui n'allez pas bien. C'est vous qui êtes une personne à problème ou qui en demandez trop. Il y a quelque chose qui je ne sais pas quoi exactement, qui faisait que je ne pouvais pas en sortir. Je ne voulais pas accepter cette situation d'échec et de finalité, quoi. Toute seule, je n'en étais pas capable. Je n'ai pas été capable de me dire faut que je vais arrêter, quoi. Voilà, reportage donc cet après-midi auprès de cette victime du burn-out, reportage signé Jean-Baptiste Huet. Docteur Légeron, comment on le définit le burn-out? Parce que parfois, j'ai l'impression que c'est un terme un petit peu fourre-tout, où on met tout et n'importe quoi. Même l'Académie de médecine demande des précisions donc depuis quelques jours. Bien, vous soulevez déjà la question la plus importante peut-être de ce débat. Qu'est-ce que c'est? Et l'Académie de médecine, dont j'ai l'honneur d'avoir été un des 2 rapporteurs du groupe de travail, a comme première conclusion que c'est un formidable fourre-tout. Aujourd'hui, il faut être clair, le burn-out n'existe pas comme reconnu par la science médicale parce qu'il n'apparaît dans aucune
des grandes catégories. Vous savez, la médecine est organisée en disciplines. Chaque discipline a la liste des maladies. Et nulle part n'apparaît le burn-out, pas plus en France que dans les classifications de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça ne peut pas être un diagnostic médical, puisque ça n'existe pas. Alors, ce qui n'existe pas, attendez, soyons clairs, ce qui n'existe pas, c'est le diagnostic médical de burn-out. Alors, ce qui existe, c'est évidemment la réalité des témoignages témoignage que vous avez donné. Comme cette dame, Virginie. Et en tant que psychiatre, je peux vous dire, comme les médecins de travail pourraient le dire de la même façon, nous sommes confrontés en permanence à des gens qui ont un état psychologique complètement détruit, parfois même avec des pathologies mentales sévères liées au travail. Alors, c'est une vraie question. Et la question est de savoir si le concept de burn-out est un concept non seulement qui agglomère un petit peu tout ce qui est les altérations de la santé mentale, ou est-ce qu'il faut revenir, comme le font les psychiatres, à regarder cas par cas. Et dans un cas, c'est une dépression, parce que la dépression est une maladie bien identifiée. Dans d'autres cas, ce sont des troubles anxieux majeurs. Mais dans tous les cas, on peut affirmer évidemment que cela peut être induit, et souvent ça l'est, par l'environnement du travail. Donc le problème du burn-out est extrêmement complexe. Quant à ses définitions, il n'y a pas de définition aujourd'hui. Jean-Christophe Sibéras, le DRH France de Solvay, mais au-delà, vous parlez au nom des DRH, hein. Est-ce que c'est de plus en plus répandu dans le monde du travail ? Difficile à dire, mais c'est vrai, faut quand même le reconnaître de manière très lucide et très honnête, il y a un certain nombre de gens qui vont mal, qui vont pas bien au travail. Bon, ça se voit pas d'ailleurs toujours quand ils rentrent le matin, et c'est d'ailleurs un peu la difficulté. Quand vous avez des gens il y a des maladies, comme l'a dit le docteur Légeron, qui sont parfaitement identifiables. Il y a des gens qui vont pas bien et on le sait pas toujours. Bon, il y a des choses que les médecins et nous les DRH on a besoin des médecins. Je suis d'accord avec le docteur, on n'est pas des médecins. Les maladies c'est pas les DRH qui vont dire quelqu'un est malade, quelqu'un ne l'est pas. Donc il faut quand même qu'il y ait une autorité médicale savante sur lequel on puisse s'appuyer. Mais c'est vrai que les entreprises et les médecins du travail collaborent ensemble vraiment. Je finis. Oui, c'est vrai que les organisations du travail se sont complexifiées. Je veux dire, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, on l'a tous vu, nous les DRH, la mondialisation, le besoin de parler des langues, le fonctionnement matriciel, les organisations hiérarchiques qui changent, l'irruption des nouvelles technologies, la concurrence. Bien sûr, les entreprises ne sont pas seules et tout ça, ça crée des pressions sur l'entreprise. Et qui dit entreprise dit salarié, manager et salarié. Donc effectivement, on se retrouve, nous, dans les entreprises, si nous voulons nous développer, si nous voulons rester là, effectivement, avec des enjeux qui sont probablement nouveaux et beaucoup plus importants qu'avant. Alors, les médecins, effectivement, en France, on a une chance, c'est qu'il y a la médecine du travail. Quand on sait bien l'utiliser, on peut s'appuyer sur elle. Elle est dans l'entreprise, ou elle n'est jamais très loin pour les petites entreprises. Donc effectivement, le DRH ou le manager, ou le chef d'entreprise, dans une petite entreprise, il doit pouvoir avoir le conseil du médecin, parce que le médecin, il voit les salariés régulièrement, quand ils reviennent de maladie, dans le secret médical, donc il y a une certaine protection du salarié. Donc on a un système qui doit permettre d'avoir l'expertise du savoir et sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. Parce que effectivement, les entreprises ont leur part, sans doute évidemment, de responsabilité. Quand on est chef d'entreprise, on est responsable de ce qui se passe chez vous. Il y a aussi la part des choses. Il y a des causes externes à l'entreprise. Les personnes ont une vie privée, une vie personnelle. Ils arrivent le matin, avec leur vie, avec leurs problèmes, avec leurs soucis, etc. Et c'est ça qui fait que c'est un sujet difficile, parce que la question, je pense la question centrale, c'est de dire qu'est-ce qui relève de l'entreprise, qu'est-ce qui est de sa responsabilité, et qu'est-ce qui est de la vie personnelle. Et on nous dit souvent, nous, aux entreprises, d'ailleurs, attention, vous ne mêlez pas de la vie personnelle de vos salariés. Ouais, sauf que de plus en plus, maintenant, le pro et le privé se marient. Docteur Légeron, on rappelait tout à l'heure le stress au travail. Il y a eu une première édition qui est sortie il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que depuis, il y a eu l'éruption des nouvelles technologies. Qui n'a jamais envoyé un mail à 23h, minuit? Qui n'a jamais préparé à la maison un rapport? Justement, c'est Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, qui était venu nous en parler au mois d'octobre, au moment où il remettait son rapport donc au gouvernement, ses 36 propositions, avec notamment celle d'un
droit, même d'un devoir à la déconnexion. Oui, mais il n'y a justement. pas que... Ça a accentué, Enfin, vous parlez de la déconnexion, vous parlez de déconnexion nouvelle génération, ils ne comprennent pas très bien ce que vous voulez dire. Ouais. Bon, donc il faut aussi faire attention. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui a changé. C'est qu'il y a 15 ans, c'était des thèmes dont on ne parlait pas. Les entreprises n'en parlaient pas. C'était un thème, je veux dire, maintenant, tout le monde en parle. Donc ça, c'est le grand changement. Mais ce qui n'a pas changé, et quand on lit les rapports, non seulement français, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, dans son rapport de juin 2015, ou quand on lit les rapports internationaux, comme fait l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, c'est simple. La pathologie mentale liée au travail progresse. Sur ces 10 dernières années, elle a progressé. On en parle de plus en plus. Nous sommes peut-être le pays qui en parlons le plus. La preuve, nous avons un plateau dans lequel nous en discutons. Ça fait la une des journaux lorsqu'il y a des suicides. Le burn-out occupe toute l'actualité. Mais l'Agence européenne est aussi très claire à ce niveau. Nous sommes dans la mauvaise moitié de l'Union européenne concernant la prévention. Nous sommes, des fois, dans le peloton de queue de l'Union européenne, c'est l'agence européenne qui le dit, comme par exemple dans la formation des managers. Savez-vous que nous sommes dans les 3 derniers, d'après le classement de l'Union européenne, dans la formation des managers à s'intéresser aux problèmes de santé des salariés. C'est l'Union européenne qui dit ça, c'est le grand rapport de l'agence. Donc voilà un petit peu ce qui a changé, on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas beaucoup. La faute à qui, Jean-Christophe Sibéras? Est-ce que les DRH, les entreprises sont maintenant de plus en plus réactives à votre avis ou pas? Alors écoutez, je rejoins pour une bonne part d'ailleurs ce que dit Patrick Légeron à l'instant. Pour reprendre les choses, qu'est-ce qui s'est passé en France? Il y a 20 ans, vous aviez un salarié, moi j'en ai connu dans l'entreprise où je travaillais, il se suicidait sur le lieu de travail, le CHSCT vous demandait même pas une réunion pour regarder. On disait c'est le problème du salarié. Et puis il y a eu les crises de suicide des années 2006, 2007, 2008, des grandes entreprises, puis France Télécom, Renault, PSA, enfin des grandes entreprises. Et là il y a eu un choc dans les entreprises en question, mais finalement la France a eu un choc. Il y a beaucoup de managers dans leur entreprise, même s'ils étaient dans des moyennes entreprises, ils disaient mais et si ça m'arrive à moi demain, dans mon équipe? Vous voyez? Et ça a été un moment où on est sorti de ce que moi j'appelle dans les entreprises le déni. C'est-à-dire qu'avant, c'était la faute, c'était les problèmes individuels du salarié, c'était son affaire, etc. Il y a effectivement des cas où on sait très bien qu'il y a des équations personnelles qui sont très très fortes, des origines. Mais les entreprises, franchement, j'ai vu mes collègues DRH commencer à se mettre au boulot. Alors ça a d'abord été les DRH des grandes entreprises qui ont commencé à travailler, qui ont tâtonné, qui ont fait appel à des experts. Par exemple, Patrick Légeron en est un des plus connus. Et on a commencé à réfléchir, à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous-mêmes, les entreprises, on n'a pas une part de responsabilité, de cause, même si elle est peut-être pas très grande, même si c'est peut-être ce qui s'est passé là, peut-être que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que vous savez, quand les gens arrivent le matin, ils sont noués parfois par des problèmes personnels, et il suffit peut-être parfois d'une remarque qui pourrait paraître comme relativement bénigne, sauf que ça tombe sur quelqu'un qui est pas bien. Et si vous voulez, on s'est dit à ce moment-là, on ne peut plus dire, quand vous rentrez dans les entreprises, messieurs les salariés, le matin, vous changez d'habit, vous êtes un homme différent, l'homme au travail est un homme différent. Non. Il y a le dehors et il y a le dedans. Et on a commencé à se dire, attention, il faut de l'empathie. Les managers, faites attention, tous les salariés ne vivent pas la même vie personnelle. Le management, c'est pas d'appliquer les mêmes recettes à tout le monde. Le regard, l'écoute, l'attention, l'empathie, enfin pour résumer, si vous voulez, ça c'est des choses qu'on a fait. Alors, Dr Légeron, qui est beaucoup plus savant que moi là-dessus, parce qu'il a beaucoup travaillé toutes ces questions, il dit on n'est pas très bien placé en France. À vrai dire, je sais pas. Bon, moi je suis dans une entreprise multinationale, mais non, mais il y a quelques grosses entreprises que je connais bien et je connais en effet celles où vous avez travaillé qui font des choses, mais globalement le monde du travail, normalement non. D'abord vous faites allusion à ce qu'on a appelé la vague de suicide qui a commencé en effet dans l'industrie automobile, puis ensuite à France Télécom. Je peux vous dire c'est à ce moment-là uniquement, c'est-à-dire 2007-2008, que les pouvoirs publics français prennent conscience du problème. Un rapport est remis en effet en 2008 à Xavier Bertrand, ministre du Travail. Dans la foulée, un accord. C'est vous qui l'aviez signé, Dr Légeron. Comment? C'est vous qui l'aviez. C'est un des co-signataires.
C'est en 2008 aussi qu'a lieu l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail. C'est la première fois en 2008 que les partenaires sociaux au plus haut niveau en France signent un accord sur le stress au travail. Je vous rappelle, M. Sibéras, qu'au Danemark, ça a été signé en 1977. Nous avons abordé très tardivement, et nous avons abordé ça de la manière la pire. Les suicides, le harcèlement, et on arrive maintenant sur le burn-out. Vous savez comment les pays d'Europe du Nord ont abordé ça? Sur le well-being, le bien-être. Et vous savez comment ils ont abordé ça? Sur la rentabilité, c'est-à-dire les aspects économiques, c'est-à-dire avoir des salariés bien dans leur peau, des salariés qui ne sont pas en souffrance psychologique. That's good business, comme me disait un jour un des vice-présidents de Nokia, qui était un des modèles dans les années 90 à mettre en place ces actions. Donc vous voyez qu'on a historiquement quelque chose d'assez différent dans notre approche de ce que c'est que la santé mentale et le bien-être psychologique au travail. Est-ce qu'on a chiffré, vous nous disiez, docteur Légeron, tout à l'heure, que cette pathologie progresse. Est-ce qu'on a chiffré l'impact sur les entreprises, l'absentéisme, l'impact sur l'assurance maladie? Parlons de chiffres. Combien ça concerne de personnes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger dans les chiffres. Attendez, parlons de chiffres. Il y a un chiffre, évidemment, qui a été repris médiatiquement parce qu'il est impressionnant, celui de 3 millions. Il est extrêmement critiqué par la communauté scientifique. C'est un chiffre qui émane d'un cabinet spécialisé dans les risques psychologiques. Voilà. Peu importe d'où il émane. En tout cas, l'Institut national de veille sanitaire, lui, parle de 30 000 personnes, c'est-à-dire 100 fois moins. L'Institut de veille sanitaire, dans sa dernière enquête, estime qu'il y a environ, ce qui est gigantesque malgré tout, 480 000 salariés en souffrance mais pathologique, c'est-à-dire pas le mal-être, c'est-à-dire une maladie mentale, genre dépression, trouble anxieux caractérisé, là je parle comme un psychiatre, vous m'excuserez, mais lié au travail. Ouais. 480 000. Et ensuite, ils décomposent ça. Et il y a, la grande majorité, ce sont des dépressions classiques, mais liées au travail, et il y a 7%, un peu plus de 7% étiqueté burn-out. Donc faites le calcul de 7% de 480 000. Une autre étude extrêmement intéressante menée en Belgique, avec d'une grande rigueur, pas comme celle qui aboutit à 3 millions, estime qu'il y a environ, je ne sais plus combien, mais extrapolé à la population salariée française, c'est-à-dire 6 fois plus environ, on arrive à 100 000. Donc vous voyez, 3 millions, 100 000, 30 000. Les conclusions que soutiennent l'Académie de médecine, c'est qu'on ne sait pas. C'est une réalité, mais on ne sait pas. Alors en attendant, donc, on a Benoît Hamon qui cet après-midi, donc à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre qui est député socialiste des Yvelines, qui défendait donc cette idée de reconnaissance comme maladie professionnelle donc pour le burn-out. Pour faciliter la reconnaissance, pour limiter un petit peu les conflits. Est-ce qu'à votre avis, il faut légiférer? Est-ce qu'il faut, Jean-Christophe Sibéras, reconnaître ce burn-out comme maladie pro? Alors, si vous voulez, qu'il puisse y avoir, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, si vous voulez. Les maladies professionnelles, il y a les risques physiques, il y a des gens qui sont malades de l'amiante, l'asbestose, des problèmes de surdité professionnelle, ça c'est des choses qui sont connues. Et il y a un système qui facilite en France la reconnaissance. Il y a des tableaux et dès que vous êtes dans le tableau, si je puis dire, c'est très automatique. Qui en France déclare que on a affaire à une maladie professionnelle? Vous avez des caisses régionales de la sécurité sociale côté accident du travail qui s'appellent des CARSAT et qui finalement sont le process pour être reconnus. Et finalement c'est un mécanisme qui protège les salariés et puis qu'il y a des grosse conséquence, c'est qu'il y a des cotisations et que les cotisations, c'est que les entreprises qui les payent. C'est pas comme la maladie, l'assurance maladie, vous payez tous les deux. Donc finalement, l'idée, c'est de dire, le mot important, c'est une maladie professionnelle. C'est-à-dire finalement, on fait peser sur les entreprises seulement, en France, la réparation. Bon. Là, ce qui est compliqué dans cette affaire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les choses de près, et je pense que là, j'ai peur qu'on avance, on fasse un peu de la législation sur un coin de table, avec des conséquences peut-être sur les entreprises et financières très importantes, c'est que finalement, on va dire aux entreprises, si c'est une maladie professionnelle, d'abord c'est vous qui payez tout, alors qu'on sait très bien tous que souvent, il y a un mélange de causes. Il y a des parts personnelles et des parts professionnelles. Sinon, si c'était que du professionnel, vous auriez 100 salariés, vous les mettez dans une entreprise, ils auraient tous le burn-out. Si c'était que professionnel. Or,
on sait que les gens, il y en a qui arrivent plus ou moins fragiles, voilà. ce que vous dites. Donc ça veut dire que les causes sont mélangées, qu'elles sont individuelles, et que tout le travail compliqué dans cette affaire, c'est de faire la part entre l'individuel, les causes personnelles, et on sait qu'il y en a, souvent majoritaires, et les causes professionnelles. Les causes professionnelles existent, il est normal qu'à ce moment-là, l'entreprise soit responsabilisée. Mais qu'elle soit responsable pour sa partie à elle, et pas pour lui dire, tout d'un coup, dès que quelqu'un, il a une goutte d'eau, même si c'est tragique, et c'est triste, mais il y a une goutte d'eau qui déborde le vase, on va dire, ah. C'est à 100% pour c'est 1% l'entreprise, voilà. 99% mais ça sera 100% l'entreprise, et vous allez tout financer. Donc franchement, nous les DRH, ce qu'on réclame, et là je voudrais parler un peu solennellement, c'est que nous avons du mal à accepter de la législation qui se fait comme ça, à coup d'amendement, un soir, un matin, un député. Attendez, là c'est trop sérieux, on est un certain nombre de gens dans ce pays à travailler sur ce sujet, à mettre les choses à plat. Oui, mais il est quand même normal que le pollueur soit le payeur. Je pense que c'est à l'entreprise de payer les dégâts qu'elle fait. Quand même. Alors, docteur Légeron, on écoute Jean-Christophe Sibéras. Je voudrais dire quelque chose. Le mot solennel, et puis vous prenez la parole. Le mot solennel. Faisons un arrêt sur l'image. On fait de la législation là tous les 3 mois ou tous les 6 mois au Parlement. Cette affaire ressort. Aujourd'hui c'est Benoît Hamon, demain tout à fait respectable. Demain c'est quelqu'un d'autre. Des cabinets s'expriment. C'est la pagaille. Oui, c'est vrai. Nous demandons au pouvoir public de réunir une commission. Elle a su le faire sur les grands principes du droit du travail avec des personnes qui font une autorité. Nous demandons solennellement qu'on arrête de fonctionner comme ça dans ce pays, qu'on balance des amendements avec des conséquences qu'on ne mesure pas, ni sur les entreprises, ni sur la réalité des choses. Le docteur Légeron a très bien expliqué les aléas incroyables qu'il y a sur les appréciations des chiffres. Vous vous rendez compte ? Et on va faire une loi avec des incertitudes aussi grandes sur les conséquences. Oui, mais je pense que... Alors, docteur Légeron, vous aurez le mot de la fin. Non, mais je pense que le principe est sain. C'est-à-dire, on sait bien aujourd'hui que le premier problème de santé au travail, c'est la santé mentale. On le sait aujourd'hui. C'est l'OMS qui le dit, c'est le Bureau international du travail qui le dit. Et c'est quand même surréaliste de voir qu'aucune pathologie mentale n'entre dans la reconnaissance des maladies professionnelles. Je pense que ça a été mal engagé parce que partir d'un concept comme le burn-out qui est aussi flou, puisque l'Académie de médecine ne comprend pas et affirme qu'on ne peut pas poser un diagnostic médical de burn-out, il fallait engager ça, ce problème de reconnaissance de pathologies mentales qui sont bien identifiées. Il faut légiférer ou pas, docteur ? Oui, mais pas de cette façon. Je pense qu'il est nécessaire. Je voudrais juste un exemple pour montrer l'intérêt de légiférer. C'est qu'aux États-Unis, dans les années, il y a à peu près une quinzaine d'années, comme en France, se posaient de gros problèmes des troubles musculo-squelettiques. Et les compagnies d'assurance qui financent évidemment tout ça, parce qu'ils n'ont pas le même régime que nous, ont décidé de faire payer plein pot aux entreprises la prise en charge, le coût que représentent les troubles musculo-squelettiques, qui, comme vous le savez, sont encore les premières maladies professionnelles en termes de quantité. Eh bien, ce geste a permis de faire diminuer par 6 ou 7 le nombre de pathologies musculo-squelettiques. C'est-à-dire l'effet a été considérable, les entreprises ont mis en place toutes les actions de prévention. Malheureusement, en France, c'est cet aspect des choses qui vont motiver sans doute les entreprises à faire attention et à prévenir un peu mieux les risques psychosociaux, le stress et toutes ses conséquences comme le burn-out, les suicides, etc. Le stress au travail, un enjeu de santé. Voilà, Patrick Légeron, donc, qui réactualise bien le livre, le best-seller qu'il avait sorti donc il y a une quinzaine d'années. Il est psy, il est à la tête de Stimulus, un cabinet de conseil à destination des entreprises qui travaillent sur le stress justement au travail. Jean-Christophe Sibéras avec nous régulièrement dans les décodeurs de l'écho. Je le remercie encore une fois ce soir, qui est le DRH France de Solvay, l'ancien président de l'Association nationale des DRH. Merci à tous, bonne soirée. Rediffusion tout à l'heure, bien sûr, comme tous les soirs, à 23h à la télé, à la radio sur BFM Business, puis à tout moment, bien sûr, sur le site internet, le web, bien entendu. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain soir en direct, jeudi à 19h. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.